Bon, bonsoir à toutes et peut-être à tous, hein, parce que JF est peut-être un mystérieux homme parmi nous. Merci d'être là ce soir, où on va parler d'un sujet assez particulier. On n'est pas vraiment sur la beauté, la biologie de la peau ce soir, hein, comme vous savez, qui est mon domaine de prédilection. On va vraiment parler de la beauté de soi de manière holistique, de manière globale, puisque comme j'aime à dire, la beauté, c'est aussi rayonner ce qu'on est profondément, en fait, être vraiment soi. Et j'avais vraiment à cœur de vous présenter une amie, donc Régine, que vous avez aperçue, qui, alors comme j'aime dire en fait, qui était anciennement ingénieure chimiste chez Chanel. Hein. Voilà, on s'est rencontrés dans le cadre de notre travail, hein, sur des salons entre autres. Je crois que c'était à Munich, hein, je crois qu'on s'était rencontrés, Régine. Hein. Oui, c'est ça, à Voilà, Munich. on s'était croisés, mais sans plus. Et puis à Munich, on avait vraiment sympathisé. Et tu m'avais vraiment, ouais, nos discussions m'ont permis aussi de moi me lancer dans ce travail de consulting et de reprendre confiance en moi. Et donc, tu es aujourd'hui psychopraticienne et tu utilises entre autres des outils comme la psychogénéalogie et c'est ce que je vous propose de découvrir ce soir. Donc, Régine, toi, tu as enfin, développé, je sais pas si on dit comme ça, déployer son être. C'est Oui, voilà, c'est ce qui t'a été inspiré quand tu as mis voilà. sur, Alors, quand tu as commencé à matérialiser ton activité. oui, donc bonsoir à tous. Et donc moi, je suis psychopraticienne avec vraiment ce fil conducteur que j'appelle déployer son être, parce que on a tous au fond de nous un potentiel infini, et en fonction de notre histoire, en fonction justement de nos ancêtres, et puis en fonction de la vie qu'on a, ce potentiel, il est plus ou moins déployé. Il peut être au stade embryonnaire, et puis en fait, l'objectif de la vie, en tout cas pour moi, c'est de le faire grandir de plus en plus et après être au maximum de ses possibilités et du coup souvent au maximum de sa joie. Voilà, donc tu vas nous proposer aujourd'hui d'exploiter un peu plus cette piste qui va nous permettre vraiment d'être nous-mêmes, de nous libérer de beaucoup de choses. On va se rendre compte que finalement, on a beaucoup de croyances qui souvent ne nous appartiennent pas et souvent on vit avec sans forcément être d'accord avec, en fait. Donc, qui nous mettent finalement dans une souffrance, dans une sorte de souffrance. Alors, vous savez que j'aime commencer avec un moment pour soi, ces conférences. On a fait de l'ancrage. Là, ce que je vous propose, c'est de faire un automassage pour vraiment revenir dans le corps, revenir dans le côté matériel, parce que en spiritualité, parce que la psychogénéalogie, voilà, c'est aussi une approche spirituelle, hein, qui va aller voir des choses au niveau énergétique, mais n'empêche que la vie se passe ici et maintenant dans un corps physique, et il faut l'accepter. Donc, on va redescendre tout doucement et tranquillement. Du coup, je vais vous proposer, si vous voulez bien, de commencer à vous masser les mains, mais en conscience, hein, c'est-à-dire vraiment, je ressens le toucher, la peau qui est un formidable organe sensoriel. Et voilà, c'est pour ça qu'on aime souvent se faire masser. Certains n'aiment pas. D'ailleurs, c'est peut-être psychogénéalogique. Mais voilà, vraiment apprécier ce moindre contact de vos mains l'une contre l'autre. Vous pouvez même fermer les yeux et essayer vraiment de profiter de ce moment de pleine conscience, ici et maintenant. Et après, en fait, on peut vraiment aller même masser phalange par phalange, masser les ongles, et vraiment sentir chaque zone avec lesquelles nous sommes en contact. Voilà. Et puis toujours, comme j'ai l'habitude aussi de vous dire, pensez à bien vous ancrer, c'est-à-dire à bien ressentir vos pieds sur le sol, à bien inspirer en gonflant le ventre si besoin. Ah, et on peut souffler avec un soupir. C'est bien le soupir, ça soulage les petites tensions. Et si vous prenez conscience de tensions, mais essayez voilà, de les libérer. Voilà, donc on peut masser aussi les bras. Moi, j'aime bien masser la nuque parce que c'est souvent une zone de tension. Voilà. Alors, on fait ça tranquillement. On peut aussi se masser le visage. Quelque chose aussi qu'on peut faire lorsqu'on applique un produit cosmétique. Vraiment l'appliquer en pleine conscience. Et aussi s'envoyer plein d'amour quand on le fait. Voilà, ça aussi, c'est important. Donc ça, c'est un exercice vraiment de retour à l'ici et maintenant. Donc si vous avez éventuellement un verre d'eau, pensez aussi à vous hydrater pendant la conférence. Et si vous avez des questions
n'hésitez pas à activer vos micros. Comme vous le voyez, ces conférences et masterclass sont en mode salle virtuelle. Bon, nous n'avons pas la chance d'être ensemble en physique, dans le physique, mais nous sommes quand même ensemble via la technologie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer vos micros et même n'activez pas votre vidéo, hein, mais vraiment osez aussi. Bah oui, si vous vous interrogez, bah, osez tout simplement activer votre micro parce que parfois on n'ose même pas faire ça. Et c'est dommage, s'il y a des choses qui vous titillent, n'hésitez pas. Alors, peut-être que vous vous ressentez aujourd'hui dans cette situation, vous ressentez peut-être des blocages dans votre vie. Alors, ça peut être dans tous les domaines de vie, hein, famille, couple, boulot, argent. Peut-être que vous avez des difficultés à savoir qui vous êtes vraiment. Voilà. S'il y a d'autres questions, voilà, Régine, toi qui te viennent, que tu vois fréquemment dans tes accompagnements, n'hésite pas aussi à compléter, hein. Peut-être l'impression de tourner en boucle aussi et de reproduire des schémas. Parfois, ça peut arriver dans le couple, je sais, voilà, on va être avec un conjoint, on va se séparer parce que ça ne convient pas et on va reproduire un peu le même couple et ainsi de suite, et sans vraiment comprendre ce qui se passe. Peut-être aussi avez-vous du mal à trouver du sens à ce que vous faites, parce que peut-être que ce que vous faites n'est pas forcément vous. Voilà. Et le pire de tous, je crois que certains de vos comportements vous rappellent vos parents. Ça, c'est un truc. Ouais, genre, des fois, la phrase ouais, la phrase qui tue, quoi. Genre, ça me rappelle ta mère. La grosse bave. Non, voilà. Donc, c'est normal, hein. Nos parents nous ont transmis leurs gènes, mais on va aussi voir qu'ils nous ont transmis leur. Après, je rajouterais aussi qu'il peut y avoir des maladies répétitives, des Ah oui, maladies chroniques. tout à fait. Et même Et des difficultés à avoir des enfants aussi. voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Exactement, ouais. Ouais. Merci ouais, pour avoir complété, parce que des fois, effectivement, c'est une maladie dont on comprend pas l'origine. Voilà. Alors, ce qu'on va voir, c'est aujourd'hui, c'est avec Régine. Donc, Régine, tu te présenteras juste après. C'est essayer de mieux comprendre pourquoi on a cette impression de tourner en boucle. Eh bien, parce que les traumatismes de nos ancêtres sont inscrits dans nos gènes. Donc, je te laisse du coup introduire un petit peu finalement le principe de la psychogénéalogie, mais je crois que c'est juste après que tu te présentes. Voilà, ici. Ok, donc du coup, moi je suis ingénieur chimiste de formation, donc une formation scientifique. Et un peu ma particularité, c'est dès que j'ai commencé à travailler, je me suis ennuyée dans mon métier. Je me suis dit, oh là là, toutes ces études. Et en fait, je me rends compte que ce que je fais, ça n'a pas énormément d'intérêt. Donc voilà, donc j'avais un peu deux possibilités. Soit je décidais de changer d'entreprise pour retrouver autre chose. Soit je me suis dit, eh ben, j'ai du temps, j'ai quand même de l'argent, parce qu'en étant ingénieur chimiste, j'avais un revenu correct. Et ben, je vais travailler sur moi pour essayer de comprendre pourquoi je suis dans ce mal-être alors que j'avais un peu tout pour être heureuse. Et surtout, depuis toute petite, moi, j'avais un arrière-grand-père d'origine suisse qui avait disparu. Et alors, ce qui est amusant, c'est que par rapport, moi j'ai deux sœurs, par rapport à mes sœurs ou par rapport à mes cousins, ça intéressait personne, cet arrière-grand-père suisse. Alors que moi, toute gamine, quand j'allais voir mon grand-père et que je rentrais de chez lui, j'avais 5-6 ans, je disais à mes parents, mais pourquoi on ne demande pas à mon grand-père qui est devenu son père, donc mon arrière-grand-père. Donc j'étais vraiment habitée par cette envie de découvrir ce qu'il était devenu. Et donc c'est grâce à cet arrière-grand-père qui a disparu que j'ai commencé à faire un travail sur moi avec cet éclairage transgénérationnel, mais en sachant quand même que l'éclairage transgénérationnel ne peut pas se faire tout seul. Il y a forcément un travail thérapeutique. C'est pas un outil qu'on va utiliser, ça je le dis dès le départ, c'est pas un outil qu'on va utiliser vraiment seul. Il faut toujours qu'il y ait un accompagnement thérapeutique avec pour déjà aussi pour comprendre ce qui se passe dans le présent. Un Et thérapeute aura souvent du recul aussi sur voilà. ce qui va émerger, par exemple, on en parlera tout à l'heure, hein, d'un arbre généalogique. Et oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un accompagnement.
Voilà, c'est un outil en fait. Tout le côté transgénérationnel, c'est un outil en plus de la psychanalyse, de toutes les thérapies qu'on peut avoir, la PNL ou des thérapies différentes, hein, pour arriver à avancer dans sa vie. Et alors, une fois que j'ai construit mon arbre généalogique, le petit clin d'œil, c'est qu'en fait, moi, j'étais sur la date de naissance, une fois que j'ai retrouvé la date de naissance de cet arrière-grand-père, j'étais sur la date de naissance de cet arrière-grand-père. Donc, il y avait un lien direct en sachant que les dates de naissance, c'est notre date de naissance plus ou moins 5 jours. Donc, moi, je suis née un 29 juin et lui, il était né un 3 juillet. D'accord. Donc, après, avec le recul, ben, évidemment, par rapport à tous les petits-enfants, avec ce lien que j'avais au niveau de la date de naissance, c'est tout à fait compréhensible que j'avais, mais toute gamine, ce besoin de savoir ce qui était devenu. Quand je posais la question à mes parents, mes sœurs, elles n'en avaient absolument rien à faire. C'est Je vrai me que ça peut sentais être étonnant qu'une petite fille de 5 ans se demande ce qu'est devenu son arrière-grand-père. complètement. Et du coup, alors ce grand-père, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que tu as résolu l'énigme? Ah voilà, donc là, il y a eu tout un gros cheminement. Bon, j'ai résolu l'énigme d'une manière, du coup, un peu concrète, parce que cet arrière-grand-père, en effet, il a disparu, et du coup, on n'a jamais vraiment su ce qu'il est devenu. On n'a jamais vraiment su ce qu'il est devenu par rapport au côté d'archives, mais moi, dans mes cellules corporelles, j'ai vraiment senti ce qu'il est devenu Hmm. en travaillant au bout de 20 ans, 25 ans, j'ai vraiment ressenti, parce que donc Rachida, qui est une scientifique, nos cellules ont la mémoire du Hmm. passé. Et donc, du coup, on a tous la mémoire de nos ancêtres. Et donc, moi, j'ai vraiment senti corporellement ce qu'il est devenu. Et à partir du moment, donc, j'ai vraiment senti comment il avait fini sa vie. Hein, et à partir du moment qu'on a ce ressenti corporel, limite après, on n'a plus besoin d'avoir une preuve écrite. On n'a plus Hmm. besoin d'avoir une preuve liée par des archives ou liée par des témoignages, parce qu'on a tellement cette perception corporelle, et ça, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a plus de mensonge possible. Hmm. Et du coup, il y a vraiment une vraie libération enfin, le fait de cheminer, il y a un apaisement et une libération qui se passe. Hmm. Non, donc en fait, oui, ce que tu dis lorsque tu parles de mémoire cellulaire, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment connu au niveau scientifique et ce sont des mécanismes qu'on appelle épigénétiques. Donc, vous savez que nos parents nous transmettent leurs gènes, mais ils nous transmettent aussi d'autres choses au niveau de notre ADN qui peut être modulé. Et ça peut être modulé, par exemple, par des traumatismes. Ça peut être modulé par la manière dont on se nourrit, la manière dont on vit le stress au quotidien, notre côté émotionnel. Et donc, initialement, on se dit, bah, la manière dont je me nourris ne va pas impacter mes enfants. En fait, si. La manière dont on va se nourrir, physiquement, hein, je parle vraiment de nourriture, mais également la manière dont on va vivre notre vie. Si on a des traumatismes, et bien, potentiellement, on peut les transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, et même, d'après la science, jusqu'à nos arrière-petits-enfants. Et ça s'est prouvé, par exemple, avec des études qui montre par exemple que les personnes qui ont été victimes de la Shoah, donc qui ont été déportées à Auschwitz, etc., eh bien, celles qui s'en sont sorties avaient plus de maladies, mais même leurs enfants derrière et petits-enfants avaient plus de chances de développer des cancers. Il y a des travaux scientifiques aujourd'hui qui le prouvent. Là, on parle concrètement de maladies, parce que c'est concret, on peut diagnostiquer une maladie, mais ça peut aussi se passer, par exemple, au niveau de blocage de croyances. Et du coup, c'est aussi à ça que sert ce travail, Régine. Ah bah oui, tout à fait. Et alors, c'est vrai que là, du coup, bon, tout de suite, j'ai expliqué pourquoi je m'étais intéressée à la psychogénéalogie. Et après, par rapport à mon parcours, donc il y a vraiment eu tout un parcours très long hein, de connaissance de moi-même, hein, donc via un accompagnement thérapeutique, via différentes méthodes, avec des méthodes corporelles, des méthodes énergétiques. Et puis là, au bout d'un certain temps, j'ai vraiment eu envie d'accompagner des personnes par rapport à tout ce chemin que j'ai fait, et je me suis vraiment rendu compte que ça a été un chemin qui m'a vraiment mis en joie. Quoi. Ma vie maintenant par rapport à ma vie quand j'avais 25 ans, mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière, parce qu'il y a vraiment, j'ai trouvé un sens, et puis une certaine, vraiment, rien n'arrive par hasard, donc il y a une vraie liberté. Et donc, on peut pas passer comme ça d'ingénieur chimiste à psychopraticienne du jour au lendemain. Donc, j'ai suivi une formation assez longue, hein, parce qu'elle a été, donc c'était sur des week-ends, hein, donc pendant 1 an et demi. Donc, une formation très intéressante sur Grenoble, où il y avait donc toute une partie donc psychanalytique,
Donc, pour vraiment retraverser toutes les étapes de l'être humain, donc depuis sa conception jusqu'à sa mort, donc les grandes étapes qui existent, hein, avec les différentes phases. Donc, ça, c'est vraiment pour avoir un accompagnement thérapeutique un peu plus traditionnel, et avec en plus cet éclairage transgénérationnel et un éclairage corporel. Donc, cette formation, pour moi, elle m'a vraiment permis de faire un peu la synthèse de tout ce que j'avais travaillé sur moi-même, avec des notions plus théoriques et avec des outils plus pratiques pour pouvoir avoir vraiment une boîte à outils plus complète pour accompagner mes patients. Mmh. Du coup, finalement, toi, ce qui t'a fait initier ce travail, donc c'est vraiment cette recherche de ce qu'était devenu cet arrière-grand-père, qui, pour moi, j'ai presque l'impression que c'était ta mission, en fait, parce que tu es arrivé à une date très proche de sa naissance à lui. Donc, Ah bah complètement. on porte même quelque part la mémoire des dates. Ah bah bien sûr, c'est sûr que quand on commence à travailler donc sur le côté transgénérationnel, donc déjà il faut avoir vraiment cette volonté de se dire ah tiens il y a un secret de famille où il y a une répétition que je vois, j'ai envie de comprendre, voilà il y a un mal-être mais j'arrive pas à savoir pourquoi dans le quotidien je répète toujours la même erreur alors que j'essaye de travailler sur moi et ça se débloque pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un peu cette appétence pour regarder dans le transgénérationnel. Et après, donc, il y a tout un travail de recherche au niveau des archives. Donc, pour ça, pour trouver des dates, pour trouver des noms, des prénoms, pour trouver des dates de mariage, des dates de décès. Et en fait, quand on commence à travailler sur le transgénérationnel, déjà, il faut vraiment interroger ses parents qui ont beaucoup d'informations à nous transmettre. Et en fait, on se rend compte que les informations, on les trouve. Mm. Et c'est comme quand on est scientifique, hein, on trouve ce qu'on cherche. Et Mm. ben, c'est un peu la même démarche. Il y a vraiment, je cherche une information, et ben mine de rien, la vie est bien faite et on a des indices et on va rencontrer des personnes, mais il faut faire vraiment le premier pas, quoi. Il faut Mm. faut déclencher. Mm. Mm. Et donc, la psychogénéalogie, c'est vraiment mettre de la lumière sur son histoire et celle de ses ancêtres pour justement pointer ces traumatismes qu'ils auraient pu vivre et arrêter finalement de tourner en boucle. Puisque ce que nous-mêmes on a vécu dans le passé, on sait que ça a une influence sur qui on est aujourd'hui, mais de prendre conscience que même ce qu'ont vécu nos ancêtres et ce qu'ils nous ont transmis au travers de nos cellules, eh bien ça aussi, ça influence notre présent et du coup, ça influence aussi notre futur, forcément. Ah bah oui, c'est certain, c'est vraiment mettre de la lumière donc sur son histoire, celle de des ancêtres, et c'est vraiment une sorte de jeu de piste, hein. Moi, j'ai commencé à travailler sur cet arrière-grand-père, et puis en construisant mon génosociogramme, je me suis rendu compte que en fait, ma vie, elle n'avait aucun hasard. Et que, voilà, typiquement, j'ai une grand-mère qui, à 12 ans, a été orpheline de son père. Hop, par ricochet, mon père, à 12 ans, il est parti en pension, donc il a été isolé de sa famille, ça a été un traumatisme. Moi, à 12 ans, mon père est devenu maire de ma commune, de la commune où j'ai grandi, et symboliquement, je perdais mon père, et pour moi, ça avait été aussi un traumatisme. Ma fille, à 12 ans, elle part en colonie de vacances. Son père, pendant ce temps-là, il fait une phlébite et elle se fait une entorse. Et alors là, il y a vraiment le côté où on se dit, ah, le travail à payer, parce que l'entorse, symboliquement, c'est l'entorse au règlement. Donc là, il y a eu une transformation. Et quand on travaille sur son arbre généalogique, mais c'est merveilleux parce qu'on se rend compte qu'il y a plein d'explications, mais c'est infini. Ah oui, et puis j'aime quand tu dis transformation plutôt que changement et vouloir fuir Ouais, un présent, c'est vraiment transformer quelque chose, mais en acceptant qui on est finalement. Parce que on a l'impression presque que de se dire, bah, nos grands-parents, ils nous ont donné ça, c'est presque leur en vouloir. Alors qu'en fait, c'est aussi quelque part une force. Enfin, c'est des leviers aujourd'hui qu'on a au travers de ces souffrances pour se réaliser aujourd'hui en tant que personne complètement indépendante et libre. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment la transformation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors moi, à 12 ans, le fait que mon père devienne maire de la commune, ça avait été un traumatisme, pas pour mes sœurs.
Donc, elles étaient porteuses d'autre chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler ça en thérapeutique en se disant, 12 ans, c'est l'adolescence, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la construction de la féminité, le fait que le père soit absent. Donc là, du coup, il y a un côté, limite, on pourra en vouloir à ses parents en se disant, zut, le père a été absent, j'ai pas eu tout ce que j'avais. Mais quand on voit dans le transgénérationnel, il y a du sens. Et donc, du coup, ça permet de libérer un peu cette aigreur qu'on peut avoir. Et dans la vie, quand on a de l'aigreur, on n'est pas heureux. Ah Et oui. l'aigreur n'apporte jamais de la joie et n'apporte jamais du bonheur. Alors que de mettre du sens, en fait, mon père, il était aussi l'héritier de son passé. Et du coup, vraiment, il y a vraiment une joie infinie qui se met en place. Parce Et que puis un amour profond pour nos même parents. voilà. Oui, oui, on a de la gratitude. Et alors, c'est pas simple parce que même des situations, moi, par rapport à des gens que je peux rencontrer, qui au départ sont hyper douloureuses, des situations gravissimes, avec voilà, vraiment des incestes, des viols, des situations très difficiles, d'arriver à les remettre dans ce transgénérationnel, c'est quand même très libérateur parce que ça déculpabilise beaucoup. Et ça met vraiment du sens. Et en même temps, on se rend compte d'une certaine manière que dans la vie, on est presque que des pantins, quoi, par rapport à, par rapport à tout ce qu'il y a au-dessus de nous. Mais en tout cas, c'est ainsi, quoi. Oui, et puis on parlait du coup de la notion de libre arbitre, qui des fois, quand effectivement on est complètement soumis à ces limitations, hein. Après, je pense que nos ancêtres nous ont aussi transmis des choses qui potentiellement sont très positives si voilà on veut rentrer dans la dualité. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer sur le négatif. Mais voilà, potentiellement, c'est là et il faut grandir avec finalement. Et voilà, et de le comprendre, c'est comme un enfant quand il est petit, si on lui donne on lui transmet des interdits sans lui expliquer, il va se rebeller contre, il va être malheureux, il va faire des caprices, il va perdre son énergie en fait à lutter contre. Alors que, et ça j'aime beaucoup une personne, Annick de Sounel, elle dit il ne faut pas lutter contre, il faut lutter avec. Et donc là, il y a vraiment dans le transgénérationnel, c'est on fait avec. Et le fait de faire avec, après, c'est comme un mariage, hein, c'est comme une danse. Hein. À partir du moment qu'on a compris le rythme, on peut vraiment prendre du plaisir et de l'harmonie. Et c'est vraiment très libérateur. Après, c'est un peu la spirale de la vie qui se met en place parce qu'il y a plus de blocage. Quand on fait contre, on bloque. Ah oui. Et c'est comme l'essence d'un arbre. Quoi. Si on bloque une branche, il y a une partie de l'arbre qui ne va pas arriver à grandir. Et du coup, il va être tout un peu tordu. Quoi. Et Alors que si on libère ça, tout ce à quoi on résiste persiste, comme on dit. et oui. Et oui. Oui, tu disais du coup, si on ne libère pas ça, pardon. Si on ne le libère pas, c'est possible, mais si on ne le libère pas, c'est un peu comme une branche d'arbre où la sève ne circule pas suffisamment. Quoi. Donc, on est voilà, déployer son être, on est déployé, mais pas au maximum. Pas complètement, ouais. Pas complètement. Après, en fonction de l'état de notre vie, il y a des moments, des situations où ça nous suffit, on n'est pas obligé d'aller plus loin. C'est vraiment un travail qu'il faut faire à partir du moment qu'on a cette volonté. Quoi. Qu'on en a envie, qu'on en a un besoin. C'est un vrai investissement. Quoi. Ça demande de la persévérance, vraiment de la conscience. Donc, ça ne se fait pas. C'est pas un outil qu'on va faire dans son coin en se disant, allez, hop, c'est pas magique. Quoi. C'est vraiment une démarche personnelle. De toute façon, Ouais. je pense que toutes les démarches d'évolution ou de nettoyage, ça reste tout le temps des démarches personnelles. Si quelqu'un vous pousse et vous force, de toute façon, ça sera pas aussi efficace que de le faire par soi-même. Donc ça, c'est évident. L'intention qu'on met dans toutes ces envies de connaître, de comprendre, elle est extrêmement importante. Oui, oui, il y a un vrai engagement. Il y a vraiment un vrai engagement à faire cette démarche-là parce que voilà, il y a vraiment un besoin de rechercher tout ce qui n'a pas été dit. Quoi, parce que tout ce qui n'a pas été dit s'ancre vraiment dans la matière, dans nos cellules, alors que quand c'est dit, c'est vraiment très libérateur. Et c'est vrai que nos cellules parlent. Hein. Tu disais, moi, par rapport à mon grand-père, j'ai ressenti au niveau de mes cellules, on est quand même constitué de 60 000 milliards de cellules. Alors quand vous avez 60 000 milliards de cellules qui vous parlent, généralement, on ressent des choses. Hein. Si on est un minimum connecté à son corps, si elles veulent communiquer cette information, cette mémoire, des fois, ça passe même par des douleurs.
voilà, je te disais hier, on a parlé beaucoup d'argent et en fait, moi, j'ai plein de croyances limitantes par rapport à l'argent. Juste après l'appel, mais j'avais envie de vomir. En fait, il y a des choses qui sont remontées, mais du coup, ça a nettoyé aussi, hein, donc c'est aussi très bénéfique. Hein. Je me suis pas dit, ah, mais ça y est, je me sens mal. Je me dis, ah, génial, j'ai envie de vomir, je me sens mieux. Enfin, voilà, ça, c'est aussi des choses qu'il faut comprendre, c'est que des fois, au travers de ce travail, d'ailleurs, est-ce que toi, tu l'as expérimenté d'avoir mis de la conscience, enfin, de la lumière sur quelque chose et d'avoir ressenti des symptômes physiques? Ah bah bien Si c'est sûr. pas, bien sûr, personnel, hein, si tu souhaites le Oui, 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 partager. non, mais moi, typiquement, j'ai un autre arrière-grand-père qui, lui, a été blessé pendant la guerre de 14-18. Et donc, moi, j'avais des problèmes à l'estomac. Et en fait, j'ai pris conscience que cet homme a été blessé à l'estomac. Et en fait, j'en ai pris conscience en regardant son livret militaire où c'était marqué qu'il avait eu justement une sténose du cardia. Alors moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire cardia. Et en regardant dans un dictionnaire, c'est toute la zone épigastrique. Et donc, du coup, quand j'ai pris conscience de ça, mais peut-être 2 jours après, j'ai fait une indigestion que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai été malade à un point, mais vu que j'ai pu prendre conscience que c'était en lien avec cette prise de conscience mentale de la lecture, ça a été libérateur et le problème de l'estomac a disparu. En fait, c'est le pic. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on traverse ces moments-là, après une mise en lumière, c'est comme s'il y avait une sorte de pic, donc ce que j'appelle le nettoyage, moi, et puis après, ça redescend, et des fois, on a des symptômes qui disparaissent. Je vais dire On comme se, par miracle, non, pas comme par miracle, parce qu'il y a un ouais, travail derrière. il y a vraiment cette nécessité de se vider de quelque chose pour pouvoir installer autre chose après. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à la psychogénéalogie, parce que je n'ai pas indiqué, c'est une science assez récente, et en fait, elle a été nommée le mot psychogénéalogie par une femme qui s'appelle Anne Ancelin Schuzenberger, qui était une psychologue, psychothérapeute, et qui, elle, a beaucoup travaillé dans sa vie au départ avec des psychodrames. Et en fait, elle mettait en scène pour soigner ses patients, en fait, et elle les faisait, ils jouaient en fait une sorte de pièce de théâtre à plusieurs. Et en fait, elle s'était rendue compte que la plupart des personnes faisaient beaucoup référence à leur passé, à leurs ancêtres, par rapport à ce qu'ils vivaient. Et donc, du coup, elle a fait toute une recherche dans une université, parce qu'elle était rattachée à l'université de Nice, je crois, pour vraiment comprendre ce qui se jouait. Et elle a écrit un bouquin, là, que, à mon avis, certains connaissent, hein, qui s'appelle, là, on ne voit pas trop, c'est Aïe mes aïeux, qui est vraiment la Bible par rapport à la transmission transgénérationnelle et qui explique bien, en fait, de manière très illustrée, tout ce qui peut se jouer. Donc, c'est récent, hein, les années 70, donc maintenant, ça fait 50 ans. Avant, on n'en parlait pas du tout de cette transmission transgénérationnelle. Donc, ouais, donc vraiment une approche scientifique, ça aussi, ça rassure. Ça Et oui. rassure de dire que c'est scientifique, c'est un travail vraiment de détective privé, hein, parfois, quand il faut remonter à des générations. Et si on a la chance d'avoir ses parents, du coup, c'est ce que je te disais, moi j'ai la chance de voir mes parents ce week-end, là j'ai envie, parce que ça fait déjà quelques années que tu m'en parles et j'avais pas cette envie, mais là c'est évident. Et je sais que ça va provoquer des échanges en plus, donc ça va être des moments très agréables, Et oui, et ou pas. souvent, on a beaucoup d'a priori parce qu'on se dit un secret de famille ou quelque chose qui n'est pas dit, de le révéler, on veut les protéger. En fait, c'est un peu, c'est de l'omerta. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, et même par rapport aux patients que je peux avoir, hein, c'est très libérateur. En fait, les parents sont quand même très contents de se livrer, mais par contre, ce qui est quand même important, et un peu une façon d'arriver à avoir des informations, c'est vraiment de leur poser des questions factuelles par rapport alors ton grand-père, quel était son prénom, sais-tu à quelle date il est né, qu'est-ce qu'il faisait comme métier, et il faut pas être, parce que si on leur pose des questions en étant un peu dans la polémique ou en disant ah bah oui bon ma problématique, j'ai entendu une conférence, la personne a dit que ça pouvait venir du grand-père, Ouais. les gens, voilà, la famille, elle va tout de suite se fermer, quoi. Oh, Alors les que, dîners de famille, quoi, t'imagines, c'est ta et oui, faute! et oui, 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 oui. Et c'est vrai que des fois, on est tellement dans une telle souffrance qu'on a envie de se dire, oui, c'est la faute du grand-père. On a envie d'être un peu la victime et de se dire, Oui, oui, on a oui, plus d'autres. complètement.
Mais bon, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il faut quand même prendre ses responsabilités par rapport à ce qui nous arrive et que voilà, il faut effectivement ne pas faire porter ces responsabilités à nos parents, grands-parents. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient eux-mêmes, étaient victimes de ces transmissions transgénérationnelles. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, il y a vraiment du coup des questions très, très pragmatiques à leur poser. Et on se rend compte que souvent, ils sont vraiment très contents de donner des informations parce que pour certains, c'est lourd aussi de garder, en vieillissant, de garder tous ces secrets de famille. Ils sentent bien que c'est intéressant de pouvoir les livrer. Et en plus, en même temps, tous les parents aiment leurs enfants, donc ils se rendent compte que c'est leur rendre service. Et il y a vraiment cette transmission comme, voilà, c'est comme dans une maison, on va récupérer des objets, des bibelots de la grand-mère, et ben là, c'est de l'information, et la grand-mère, ben, elle est contente de la livrer, cette information. Bien sûr, et puis ça déclenche des discussions, puis les parents sont tellement heureux de partager aussi leur histoire. C'est vraiment chouette. Donc, Du il coup, faut vraiment oublier le fait de se dire je les protège, ils vont rien dire, etc. Il faut vraiment avoir le courage et le courage de se lancer, mais vraiment avec des questions factuelles. Vraiment. Et moi, j'ai jamais entendu dire quelqu'un qui m'a dit bah non, moi, on m'a absolument, on m'a renvoyé sur les roses, j'ai pas eu de réponse. ouais, donc les parents, grands-parents sont généralement Souvent. ouverts à faire ce genre d'approche aussi, parce que c'est ça, quand on commence à la faire, c'est que c'est le moment, tout simplement. Du coup, il n'y a pas de résistance, Bah, bien sûr. généralement. Du coup, ma question suivante, Régine, c'est alors, mais comment on reprogramme, tu sais, genre un peu comme Jamie dans C'est pas sorcier, mais Oui. alors, Régine, comment est-ce qu'on reprogramme son ADN? Puisque c'est cet ADN que nous avons au niveau de toutes nos cellules qui nous constituent, qui est porteur de cette information. Du coup, c'est une sorte de vibration. Donc, toi, tu as des outils pour justement venir Et oui, reprogrammer alors cet ADN. je sais pas si mes outils vont reprogrammer l'ADN, ça, je peux pas du tout savoir. Après, Moi, je pense que si, même si ça n'a pas été validé scientifiquement, moi, j'en suis persuadée parce que du coup, tu vois, c'est ça que j'aimerais partager dans cette diapositive-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que pratiquer, alors, des pratiquants de méditation confirmés qui vont méditer pendant une journée de 8 heures d'affilée. Je sais, on n'a pas tous le temps de méditer 8 jours. Je suis pas en train de vous dire que méditer 8 heures par jour pendant 8 jours, comme le Vipassana. Euh, on voit vraiment une modification justement de ces fameux mécanismes épigénétiques qui sont responsables de la transmission de ces traumatismes. Donc, tes outils, pour moi, enfin tout ce qui est énergétique, voilà, moi je rêverais de faire des études scientifiques, faire un stage d'énergétique et puis derrière aller prélever le sang des gens et bon, j'ai pas le droit, je vais pas le faire, à moins de mettre en place un protocole avec des boîtes, mais je suis sûre qu'on verrait des choses, c'est évident. Tu le sens, tu le sens, donc alors voilà. après, dans ce processus, donc, par rapport à une problématique dans le présent, donc il y a vraiment cette prise de conscience, bon, déjà de comprendre dans le présent par rapport à sa vie déjà terrestre, où ça résonne par rapport à l'enfance, voire par rapport à des concepts de thérapeutique, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est pas bien joué, et puis voir par rapport au transgénérationnel. Donc le fait déjà d'en parler, de le verbaliser, ça c'est déjà une première étape. C'est en fait, moi souvent quand je faisais un travail thérapeutique, mes thérapeutes me disaient, mais le fait de le verbaliser, c'est déjà énorme. Moi au début, je me disais, mais enfin, ça suffit pas quoi. Il faut aller plus loin, il faut qu'il y ait autre chose. Mais c'est vrai, le fait de verbaliser et de revenir dessus, parce que ça se fait pas en une première étape, c'est déjà important. Après, avec la construction de l'arbre généalogique, il y a aussi une action corporelle, parce que quand on construit son arbre généalogique, on le dessine soi-même. Donc ça, c'est aussi important de poser sur le papier l'information, l'écrire, l'information qui a été donnée. Après, moi, souvent, ce que je propose, c'est quand on fait ça, c'est de savoir corporellement où ça résonne. Alors, il y a des personnes qui ont plus de mal de sentir dans quelle partie du corps ça bouge, mais quand on peut arriver à avoir cet accès-là, c'est intéressant. Alors, si quand on parle, par exemple, de cet arrière-grand-père qui a disparu et qu'on sent vraiment une oppression au niveau du thorax, après, il peut y avoir la possibilité en conscience d'accompagner la personne et de dire mais de quelles ressources vous auriez besoin à ce moment-là pour faire évoluer ce ressenti et faire évoluer ce ressenti. Donc là, d'une manière, c'est une sorte de manière de reprogrammer. Pour une certaine personne, ça va être peut-être des mettre en son. Pour d'autres, ça va être de bouger. Pour certains, ça va être de se caresser, de prendre une peluche pour se rassurer. Donc là, on commence vraiment à être en interaction entre le mental et le physique. Et puis après, il peut y avoir, aller plus loin, c'est faire des actes un peu symboliques.
Mm. Donc, voilà, par rapport à certains arrière-grands-pères, si c'est important, planter un arbre en sa mémoire, ou si on a un côté créatif, ça peut être de faire un gâteau en conscience. En se disant, parce qu'en fait, tout ce transgénérationnel, c'est un peu des mémoires ou des énergies qui ont besoin d'être libérées et qui ont besoin d'être reconnues. Donc, la reconnaissance, dans notre quotidien, quand il y a quelqu'un qui compte pour nous, voilà, on va lui faire un cadeau, on va l'appeler pour avoir une discussion avec lui agréable, on va passer un moment ensemble, et ben c'est aussi le faire. Mais en Mm. conscience, en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, moi j'aime bien jardiner, et ben, je vais planter une petite fleur, ça sera par rapport à cet arrière-grand-père. C'est rigolo parce qu'en t'entendant parler, tu vois, même avant que tu parles de libération d'énergie, en fait, j'ai vu une boule tu sais, libérer de l'énergie. Donc, effectivement, ces traumatismes, c'est comme un surplus, ou même ces émotions bloquées, c'est comme un surplus d'énergie qui demande qu'à... Et qu'il Et faut voilà. libérer avant que ça cristallise dans le corps et que ça déclenche des maladies, du coup. Et chacun en fonction de son aptitude et puis surtout de ce qu'il aime faire, parce qu'il faut vraiment pas le faire comme un effort. Il faut vraiment le faire avec plaisir. Et si c'est pas le moment, et ben c'est plus tard. Pour faire un jeu. Pour un jeu. Voilà. Alors évidemment, les effets, tant qu'on l'a pas fait, on ne peut pas le voir. Et là, moi, je ne veux pas vous prouver scientifiquement que ça marche. Et oui. Mais la meilleure chose, c'est vraiment d'expérimenter. Et l'expérience, quand on a traversé cette expérience et qu'on a vu le résultat, on s'en fiche après la démonstration. Mm. Tout le monde va bien? Est-ce que du coup ça résonne en vous, ce que nous partage Régine? Est-ce que ça, peut-être ça a mis en lumière des choses qui sont passées dans votre famille? Est-ce que ça vous donne envie? Ah oui, moi, ça m'a éclairé, franchement. Tu sais, dans mon programme, je dis toujours, c'est euh, améliorer pour les femmes qui voudraient améliorer leur vie et celle de toute leur tribu. Et là, quand je vous ai écouté, en fin de compte, bah moi, mes arrière-grands-parents et jusqu'à mes parents, ils ont vécu dans une misère, une grande misère. Et, euh, et, et je parle toujours d'améliorer sa vie. Quand je dis c'est fou, mais c'est en parlant, en vous écoutant, que je me suis dit pourquoi c'est venu cette phrase pour les femmes qui voudraient améliorer leur vie et celle de toute leur tribu. Et du coup, Et, tu peux préciser, Khadija, si tu veux bien, ce que tu proposes toi, aujourd'hui, comme... bah, déjà ton expérience, c'est ce que tu proposes comme programme du coup en ligne. moi, c'est vrai que je propose aux femmes qui veulent investir dans l'immobilier pour améliorer leur vie, pour devenir, Mais sur passer, l'argent. voilà, l'argent pour passer à un niveau, d'être, je me dis, moi, mes parents, mon père était ouvrier en France, mais avant, il était paysan en Algérie. Et je sais que ma mère me racontait cette misère à pas avoir de repas tous les jours et tout ça. Et c'est vrai que j'ai quelque chose de particulier avec la nourriture, mais j'ai toujours voulu améliorer ma vie ouais, pour ne plus être cassé Ouais, De plus c'est subir encore quelque part, de de plus. subir et puis de rester en me disant, moi, dans ma tête, ça a toujours été, on peut s'en sortir, il faut juste, voilà, faut le vouloir pour pouvoir, quoi. Et là, je me dis que ce problème avec la nourriture, eh ben, ça vient sûrement Eh oui. de, du passé et vouloir que toutes les femmes ben, se mettent à... je veux dire, les femmes de ma tribu, leur problème, c'était de se nourrir et de nourrir leurs enfants. Hmm. Et franchement, moi, j'ai l'impression ouais, que j'ai envie de ça, que les gens améliorent leur vie. Mais c'est en vous écoutant que c'est m'est venu, je me suis dit, Eh oui. Ah, mais du Oui, coup, non, c'est là que tu vois que cette souffrance, tu vois, qu'a vécu ta tribu, bah, c'est ta force aujourd'hui qui te donne envie d'accompagner ces femmes et donner du sens à voilà, ta vie. oui, ouais, c'est vrai que bah, c'est sûr. Oui, ça il me y a donne... toujours un élément déclencheur. Alors évidemment, on a l'impression que les éléments déclencheurs, pour avancer, il faut qu'ils soient que positifs, mais pas du tout.
En fait, l'élément déclencheur, le pitch, en fait, le petit caillou qui va faire qu'on a envie d'avancer et de comprendre ce qui se passe dans la vie, ça peut être un élément déclencheur qui, de l'extérieur, est négatif, paraît négatif. Mais quand on a compris et qu'on essaye de mettre du sens, eh ben ça permet vraiment d'avancer, toi, et ça te permet de tracer le chemin. Parce que là, d'une fois de plus, on ne fait plus contre, on fait avec. Et ça, c'est vraiment je trouve la grande différence dans la vie, c'est de peut-être quand on est plus jeune, on a tellement d'énergie qu'on peut se permettre de faire contre. Parce que si on se prend une porte, on a tellement d'énergie, hop, on rebondit, on peut en prendre une deuxième, on peut en prendre une troisième. Mais après, plus on avance dans la vie, on n'a plus cette énergie, cette vitalité infinie. Et donc, du coup, c'est là où on se pose et on se dit, mais je vais arrêter de faire contre, je vais faire avec et je vais essayer de comprendre ce qu'il y a avec. Alors moi, j'ai commencé à 25 ans parce que peut-être que j'étais sage et que je m'étais dit, ou alors j'avais pas assez de force. Je m'étais dit dès le départ, je vais arrêter de faire contre, je vais essayer de faire avec. Ouais, super. Merci en tout cas, Khadija, pour ton témoignage, pour ce partage. Du coup, à nos autres hôtes, est-ce que ça vous parle? Si vous avez envie de partager, vraiment, si vous en ressentez le besoin, c'est thérapeutique. Franchement, faites-vous plaisir. C'est toujours extraordinaire d'écouter ces expériences et à quel point ça peut nous mener des fois, voilà, comme tu disais, en surfant finalement sur la vague et même des fois en attendant que la vague remonte, en étant dans le creux, ben, on arrive à dépasser tout ça parfois. Alors, je sais pas si c'est dépasser, c'est le terme, hein, c'est accepter. Oui, moi j'emploie pas mal le mot de transmuter en fait. Un Ouais. peu comme un forgeron ou des alchimistes qui transforment le fer en or, quoi. Et pour arriver à le faire, et ben justement, il faut marteler, quoi. Ou comme un sculpteur. Un sculpteur, il a un caillou, et ben il tape sous différents angles, et après on arrive à faire quelque chose qui convient. Du coup, la question que pourraient se poser des personnes qui veulent donc commencer le fameux travail de génosociogramme. Donc, génosociogramme, c'est vraiment l'arbre généalogique. Hein. Régine, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, C'est voilà. vraiment l'arbre généalogique, vraiment enrichi en fait. C'est un arbre généalogique. Alors après, pour le construire, il y a vraiment des codes pour que ce soit très lisible. Et sur cet arbre généalogique, donc, on met des informations importantes, donc les dates de naissance, les dates de décès, les lieux de naissance, les métiers, les dates de mariage, les dates de divorce, tous les liens qu'il peut y avoir. Et quand on construit cet arbre, après, on se rend compte qu'il y a des liens vraiment directs, comme moi, là, un lien direct avec l'arrière-grand-père. Donc, on le matérialise sur ce génosociogramme. Tu peux même éventuellement, si tu connais, je sais pas, à quel moment une maladie s'est déclenchée, enfin, plein de choses comme ça. D'accord, d'accord. Donc ça, toi, tu accompagnes à créer son génosociogramme, justement, qui va être un petit peu finalement le fil conducteur aussi du travail. Oui, parce que alors moi, du coup, dans mes séances, il y a ce travail donc, de compréhension donc, thérapeutique par rapport à une problématique présente, mais vu on essaye de la mettre en lumière avec le passé, donc au fur et à mesure des séances, il y a cette construction de l'arbre généalogique, avec après comme objectif même, quand la personne a eu vraiment le temps de faire son arbre le plus complet et puis qu'elle trouve que son arbre elle a envie un peu de s'arrêter, c'est vraiment d'arriver cet arbre-là, un peu de le transformer d'une manière créative. Donc, en faire comme une sorte en fonction de ce qu'elle peut trouver dans la nature. Et c'est vraiment pour moi c'est une manière d'honorer ce transgénérationnel. Et voilà, vraiment de le transmuter. Donc, ça peut être avec des cailloux peints, avec des dessins, avec de la broderie, avec des feuilles, avec plein de choses, avec des fleurs, et d'arriver à en faire un peu l'œuvre d'art de l'instant. Du coup, une question que pourraient se poser les personnes qui veulent entamer ce travail, mais qui n'ont pas beaucoup d'informations sur leur famille, donc peut-être c'est des personnes qui sont nées sous X, qui ont été adoptées, qui ont perdu leurs parents très tôt. C'est évidemment, j'ai pas d'informations sur ma famille. On pourrait se dire, mais c'est foutu pour moi, je pourrais jamais faire cet arbre et du coup savoir comprendre cette transmission transgénérationnelle. Et comment est-ce qu'on fait quand c'est le Alors cas? ça, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est quand même plus difficile. Hein. Parce que quand on n'a pas de traces d'archives, d'informations, c'est certain que c'est plus difficile. Après, il y a toute cette mémoire corporelle.
Alors, qu'on peut arriver à retrouver. Alors, moi, dans ces cas-là, ces personnes-là, moi, je ne peux pas les accompagner toutes seules, hein. Ce sont des personnes où je leur conseille après d'aller voir des thérapeutes qui travaillent vraiment corporellement et en énergétique, hein, avec des massages, avec de l'ostéopathie, avec des mémoires cellulaires. oui, Parce que avec des bioénergéticiens qui ont aussi de la voilà, vision, comme Guillaume, tu sais, avec qui je travaille aussi oui. beaucoup, a vraiment de la vision. Nous, il nous scrute, il arrive à voir où sont nos blocages. Après, il y a aussi pas mal de personnes, alors moi, je ne l'accompagne pas, mais qui font euh, j'ai oublié le terme là, des constellations familiales. Ah oui. Et en fait, dans les constellations familiales, donc il y a vraiment cette mise en scène donc par rapport à une problématique. On va choisir dans l'assistance une personne qui va représenter notre père, une personne qui va représenter par exemple nos mères. Et en fait, la personne qui représente le père ou la mère, elle n'a pas l'information de ce qui s'est passé, mais elle la reçoit. En fait, on est vraiment dans des champs énergétiques. Et donc, du coup, il y a une sorte de mise en théâtre de ce qui a pu se passer. Donc, du coup, ça permet de remonter à des informations qui ne sont pas connues. Mm. Et pour faire du théâtre, tu sais, du théâtre d'impro, je me rends compte maintenant que, tu vois, je prends conscience là, le théâtre est vachement thérapeutique. Parce que je me rends compte que, déjà, en m'observant et en observant les autres personnes avec qui j'en fais, on a toujours tendance à faire les mêmes personnages. Tu vois, soit des personnages, par exemple, j'ai en tête des personnages, tu vois, un peu pervers et sadiques. Il y a la nana qui va tirer dans la séduction. Et en fait, on a toujours tendance, tu pourrais penser que c'est une manière d'être, tu sais, un peu à l'aise sur scène, mais en fait, non, moi, je suis persuadée que derrière ça, il doit y avoir aussi des aspects, une fois de plus, psychogénéalogiques. Donc, écoute, je leur suggérerais voilà, si ça leur dit quelque chose, Ah bah oui, à la parce que de toute rentrée. façon, la façon dont on joue, souvent, on joue un peu comme des automatismes. Et ces automatismes, eh ben, ils viennent de quelque part, quoi. Et que pour les changer, d'où l'intérêt en fait. Au théâtre, si on veut évoluer, on a besoin du metteur en scène qui va nous Et dire, oui. bah là, c'est la troisième fois que tu me joues de la même manière. Là. Essaye de faire différemment. Et c'est vrai que dans un travail thérapeutique, on a besoin du thérapeute qui dit, bon, bah là, c'est toujours la même répétition. Essaye de comprendre et essaye de voir ce qui peut être modifié. Et c'est comme ça, en fait, qu'au lieu de tourner toujours de la même, quand on avance, en fait, dans la vie. C'est comme ça qu'on fait un pas. Et ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est la physique quantique qui le dit, hein, c'est qu'on a plein d'informations qui ne passent pas par notre mental. Ça, les physiciens quantiques maintenant l'ont largement démontré, que le vide n'est pas le vide et que dans le vide, il y a 10 puissance, peut-être 120 informations supplémentaires au mental. Et ces informations, pour les capter, bah, ça va être par ressenti corporel, ça va être par les émotions, ça va être par autre chose. Je vais allumer la lumière, Régine. Juste, tu me lèves 2 secondes. Parce que je commence à être vraiment dans le noir. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Ah oui, c'est impressionnant comme toutes les informations que capte le corps. Hein. Après, les Voilà. interpréter, c'est autre chose. Hein, Et du coup, puis après, il y a aussi les rêves, l'inconscient. Ah oui, les L'inconscient rêves. donne plein Ouais. d'informations. Ouais. Travailler sur les rêves, il y a plein d'informations. On peut avoir plein d'informations. Après, il peut y avoir aussi de mode parmi d'autres outils, ça va être des dessins intuitifs. Je vais demander aux personnes. Déjà, souvent, moi, dans les séances, là, quand on a décidé de travailler sur le transgénérationnel, moi, je leur demande aux gens de dessiner à la première séance l'arbre généalogique comme il vient. Et donc, du coup, c'est vraiment comment il sort de l'inconscient. Et rien que de voir comment c'est construit, il y a déjà des informations, parce que la personne elle-même, elle va peut-être se rendre compte que tout d'un coup, sa branche, la branche bleutée de la mer, elle l'aura décidé d'une manière que cette branche-là aura pris les 3/4 de la page. Donc là, il y a une information qui dit ça. Elle va peut-être dessiner tous les petits symbolismes qui vont représenter les femmes, ça va être peut-être tout petit par rapport aux hommes. Et ça, ce dessin comme ça, parce que vu que c'est fait d'une manière spontanée, eh ben, les informations arrivent. Parce qu'il faut savoir que dans notre tête, hein, et ça, les psychanalystes l'ont largement dit, notre inconscient, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg. Et dans notre inconscient, on a des tonnes d'informations de notre vie, du transgénérationnel. Donc, arriver à faire mettre à la conscience toutes ces informations, il faut plein de moyens différents. Et oui, et c'est comme ça aussi que l'humanité va s'éveiller, c'est en mettant de plus en plus de lumière sur notre inconscient et à le rendre de plus en plus conscient, donc à contrebalancer, parce que je crois que on a, il me semble, entre 60 000 et 90 000 pensées par jour, et il me semble que 80-90% sont inconscientes. Donc finalement, ça ne nous laisse pas beaucoup de marge finalement pour progresser d'une journée à l'autre.
voilà, si on est dans un état de conscience, on va dire la moyenne. Après, quand on commence à travailler sa conscience, eh bien, on agrandit cette part de conscience qui nous permet chaque jour d'évoluer, de faire des choses nouvelles plutôt que de répéter des schémas qui ne nous appartiennent souvent pas Ah ou de bah oui, tourner en boucle. voilà, oui, du coup, on sort un peu de notre aspect robot, quoi, Mm, quand on arrive à mettre de la lumière là-dessus, sur mm, cet inconscient, donc qui est très vaste, mm. avec plein d'outils différents. Et le transgénérationnel, la psychogénéalogie, c'est un outil parmi tant d'autres. Mm. C'est vraiment un outil parmi tant d'autres. C'est voilà, moi c'est un outil que j'aime beaucoup parce que ça a vraiment été le fil conducteur pour comprendre qui je suis. Donc c'est pour ça que j'accompagne mes patients notamment avec cet outil parce que c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment voilà, je me suis épanouie avec cet outil et j'adore prendre conscience des dates, des répétitions. C'est très factuel, donc ça me plaît beaucoup. Là c'est mon côté un peu ingénieur. Oui, ton côté Voilà, il y a scientifique, un tout peu à ce fait. côté très scientifique, c'est Mm. factuel, il y a des chiffres, il y a des voilà, donc c'est voilà, on peut pas remettre en cause quand des dates de naissance sont identiques, bah, on peut pas dire non, c'est pas ça quoi. Mm. Ah oui, c'est incroyable, hein. On imagine quand une femme, des fois, n'arrive pas à tomber enceinte à un moment donné, c'est parce que l'enfant devait naître sur la même date, peut-être d'anniversaire qu'un arrière-grand-père. Eh oui, 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 C'est, ou un enfant qui va naître 15 jours plus tôt, et après on se rend compte que l'enfant a évité une date lourde dans dans la généalogie, une date parce qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé à cette date-là, hop, l'enfant, il est né 15 jours avant. Et ça, on peut se dire, la famille a fait un gros travail. Parce que ouais. au niveau transgénérationnel, l'enfant a été prévu à cette date difficile et il est né 15 jours avant. Donc là, déjà cette date difficile était connue Eh par oui, rapport à. Donc en fait, on le fait pour soi, mais aussi il faut le faire aussi pour nos enfants, quoi, pour pour nos nos enfants, bien sûr. Ouais, tout à fait, ouais. parce que les Donc, nouvelles générations, elles ont vraiment besoin elles ont vraiment besoin de liberté pour les les nouvelles générations. Il faut qu'elles arrêtent de régler les traumatismes de papa-maman, quoi. Il mm, faut qu'elles mm. arrivent à créer le monde de demain. Mais bien sûr, mais c'est en se libérant de tout ça qu'on va y Eh ben, bien arriver, hein. sûr. Ben oui. Bien sûr, hein, ce travail, on le fait. En fait, on n'est pas là pour réparer le passé, parce que le passé, il est ce qu'il est, mais on est là pour pour ouvrir le champ des possibles à nos enfants. Parce que même si nos enfants sont déjà nés, le fait de nous d'avoir ces actions sur nos cellules, parce qu'on pourrait dire, bon, on leur a déjà transmis nos gènes et notre épigénétique, tu vois, ça sert à rien, mais en fait, non, il se passe plein de choses. On se rend compte que toutes les interactions entre les gens changent avec nos enfants, enfin, c'est incroyable, avec nos parents, enfin, tout Ah change bah quand oui, on a oui. réglé un problème en soi. Et Et tout moi, commence par soi. et oui, moi, je me rends compte par rapport à ma fille, justement par rapport au transgénérationnel. Mon grand-père qui avait été abandonné à l'âge de 6 ans, hop, ma fille à 6 ans, à peu près sur ces dates, elle a fait une entorse en cœur. Elle courait comme par hasard, mais une entorse vraiment où elle a été plâtrée. Et là, on peut se dire, ça a vraiment été un peu l'information comme quoi, une fois de plus, l'entorse au règlement. Il y a quelque Mm. chose qui s'était mis en place et quand on était allé voir une énergéticienne pour la soigner par rapport à cette cheville, elle savait absolument rien de l'histoire familiale. Elle a dit, ah ben oui, ça c'est en lien avec le grand-père. Mm. Donc c'est assez réjouissant quand même Ouais, voilà. Et c'est là où on se rend compte que la vie, mais elle a une magie infinie. il n'y a pas de hasard. L'être humain, on n'est pas assez performant pour arriver à créer tout ça, quoi. Il y a vraiment quelque chose, une énergie infinie, parce que nous, on est incapable de faire ça. Ah ouais, ce serait bien prétentieux, hein. Ça, quand on voit la beauté de la vie, enfin, tu sais, moi, ayant travaillé sur des cellules, déjà, je vois comment c'est complexe un organisme. Ben Je oui. me dis, non, mais bon, je suis pas très darwiniste, moi, tu sais. Je crois en autre chose. Voilà. Du coup, c'est pour qui? C'est pourquoi? Peut-être que les personnes qui sont là ce soir, Alors, c'est ça pour, vous tente? c'est pour qui? Donc, c'est pour. Alors, moi, je travaille qu'avec des adultes. Je travaille pas du tout avec des enfants ou des adolescents parce que c'est voilà, c'est une autre approche. Et puis, je pense qu'il faut vraiment, voilà, c'est surtout aux parents hein, de travailler. Donc voilà. Après, c'est vraiment pour des personnes qui ont commencé un travail thérapeutique ou qui ont envie d'en commencer un. Et ceux qui ont commencé un travail thérapeutique, c'est pour apporter un autre éclairage
avec ce côté transgénérationnel. Après, c'est pour quelqu'un qui veut commencer un travail sur lui ou sur elle parce qu'elle a une problématique dans le quotidien. Donc, ça peut être plein de problématiques, hein, de perte d'emploi, voilà, une problématique de difficulté à mincir. Et donc, il y a toujours cette analyse un peu thérapeutique pour se dire, bah, OK, cette difficulté, par exemple, à mincir, qu'est-ce que ça renvoie par rapport à l'enfance, à la petite enfance? Et après, qu'est-ce que ça dit de l'histoire familiale? Mmh. C'est vraiment, c'est vraiment pour des personnes qui se posent des questions en se disant, tiens, qu'est-ce que mes ancêtres ont pu me transmettre et que j'ai envie de mieux connaître. Après, tu sais, ce que j'ai aussi appris en énergétique, c'est que souvent les zones, justement, tu as tendance à prendre du poids, c'est des zones où tu mets des tampons en fait énergétiques pour te protéger. Et que généralement, quand tu as besoin de te protéger, c'est que toi-même, tu portes des marques, de traumatismes et tu veux faire en sorte de plus les revivre, que ce soit à toi ou dans tes générations. Donc la prise de poids, souvent, oui, c'est aussi une manière de refuser de prendre sa place. Et de se libérer de de toutes ces couches. C'est un peu l'oignon, tu sais, qu'il faut peler Mais bien sûr, et mais oser oui. montrer sa vulnérabilité. Donc pourquoi je pense qu'on a compris, hein. Pourquoi là, voilà, c'est ce qu'on développe depuis le début. Donc voilà, pour celles et ceux qui souhaitent mettre de la lumière sur ce qui ne leur appartient pas. Bon, même si ça nous appartient un peu quand même, hein, puisqu'on est quand même arrivé dans cette famille et qu'on a décidé de vivre ça pour justement, voilà, Khadija l'a tellement bien partagé, je trouve, de vouloir changer finalement le destin de femmes, parce que voilà, elle portait quelque part ce traumatisme de manque qu'avait vécu sa tribu. Mieux se connaître et déployer sa beauté, voilà, déployer son être, comme tu le dis si joliment. Ah oui. Mais de toute façon, plus on est léger, plus on est, voilà, plus on est heureux, et puis plus la vie nous fait plein de clins d'œil qui ont du sens. Et moi, je trouve que par moments, je me dis, mais c'est magique quand même. C'est vraiment magique d'être dans cette vie où il y a plein d'informations que je prends, voilà, que je conscientise. Oui, c'est beau d'entendre ça, parce que je pense qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent la vie, c'est magique. C'est beau, parce que vu la situation actuelle, il y en a beaucoup qui sont extrêmement alourdis par tout ce qui se passe et qui le subissent. Et qu'effectivement, que lorsqu'on a déjà fait ce travail, en fait, on fait que traverser et on est serein finalement par rapport à ce qui se passe. Ah bah bien sûr, on est serein par rapport à ce qui se passe. Et puis alors, je pense qu'au niveau mondial, il y a sûrement du sens aussi à ce qui se passe. Par rapport, parce que des situations de tension, il y en a eu quand même beaucoup depuis toutes les guerres qu'il y a eu, depuis la Révolution. Et je pense que l'humanité n'a pas compris les messages que ces situations dramatiques apportaient. Et du coup, en faisant ce travail sur soi, on se rend vraiment compte que, en fait, on contacte notre puissance et on se rend vraiment compte que, que le bonheur et la vitalité viennent de nous, quoi. Et du coup, il y a une sorte de force. Et donc, par rapport à ce qui se passe autour de nous, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on a envie, donc on se laisse moins happer par toutes ces situations anxiogènes. Et puis voilà, on dit beaucoup aussi que le monde extérieur est le reflet de notre intériorité. Et voilà, en fait, nos yeux ne sont pas des capteurs, ce serait plutôt des projecteurs. Voilà, c'est ce qu'on dit beaucoup. Et moi, je le constate, quand je suis énervée, je vois autour de moi que des gens énervés. Je me dis, bon, d'accord, ok, j'ai compris, il faut que je me calme pour avoir des gens calmes autour de moi. Et ça, c'est incroyable. Ça nous fait vraiment revenir aussi au sens des responsabilités de ce qu'on est, de ce qu'on aimait, et que le travail, il commence vraiment à échelle individuelle. C'est uniquement, et c'est pour ça aussi que j'avais vraiment à cœur de te présenter ce soir et de parler de ça. Parce que c'est en faisant aussi ce travail, que ce soit par la psychogénéalogie ou d'autres approches, peu importe, c'est nous, en nous libérant de toutes ces, comment dire, de ce qui n'est pas à la norme, qu'on va finalement se sentir beaucoup plus léger, être soi. Quand on est soi, on est heureux. Et quand on aura de plus en plus de personnes qui seront elles-mêmes, qui seront heureuses, mais tout va, en fait, tout va se poser. Il y aura plus besoin de dirigeants. Enfin, l'humain sera tellement éveillé que chacun aura sa place. On laissera plus nos frères et sœurs crever de faim, même si c'est dans des pays où on les soi-disant on les voit pas. Enfin, évidemment. On accepte, il y a des choses qu'on n'acceptera plus, même si c'est pas forcément sous notre nez. Et aujourd'hui, on tolère ça aussi. Et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un nettoyage de toutes les conneries, qu'a fait l'humain, quoi, parce qu'on n'est pas encore assez évolué pour avoir, voilà, une conscience. En tout cas, voilà, ce sont mes croyances, je ne les impose pas.
Mais c'est comme ça que je le vois. À un moment donné, il faut nettoyer. Et c'est pas forcément confortable. Hein. Ça revient un petit peu au kyste qui est en train de maturer et qui est en train d'essayer de sortir, quoi. Hein. Et oui, parce qu'il y a un moment, on ne fait plus contre, c'est pareil, on fait avec. Et donc, quand on fait avec, et ben, voilà, la vague, si on fait contre la vague, et ben, on peut se noyer. Alors que si on surfe avec la vague, et ben, c'est une puissance infinie, quoi. Et comme tu disais aussi, ça pouvait aider à traverser une épreuve de la vie, un deuil, une perte, ça aussi, ça peut. Ah bah c'est sûr. Alors c'est sûr que ça va pas enlever la souffrance de la perte de quelqu'un parce que ça c'est dans le présent, mais ça peut mettre du sens et à essayer de comprendre mais pourquoi ce genre de choses m'arrive. Parce que hasard, hein, c'est ce que disait Einstein, un hasard c'est le mot qu'utilise Dieu quand il veut pas qu'on le reconnaisse. Hein. J'adore. Et alors moi, évidemment, il y a vraiment cette perception de la vie. Et quand on travaille sur ce transgénérationnel, moi, je me suis vraiment dit, punaise, mais il n'y a vraiment pas de hasard. Même, bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais vraiment, moi, pareil, j'ai intégré, quand on travaille dans une entreprise, c'est un peu notre deuxième famille. Et donc, moi, j'ai intégré une entreprise dont Chanel, dont Gabrielle Chanel, c'était le prénom de ma grand-mère. Et cette entreprise, au bout de 12 ans, j'en suis partie. Et cette grand-mère, à 12 ans, elle a été un peu, avec son père, elle a été orpheline de père à 12 ans. Donc, il y a eu un peu, voilà, sa famille a été modifiée. Moi, moi, le 12, c'est un chiffre très important dans ma vie. Et toi, tu as été orpheline de ton entreprise quelque part. Complètement. Et il a fallu que je recrée autre chose, que je crée ma propre société en me mettant à mon compte. Et sincèrement, au début, ça n'a vraiment pas été facile. Ouais, tu m'étonnes. Ça n'a vraiment pas été facile. Et donc, voilà. Et en fait, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Moi, il y a vraiment, souvent, je me dis, mais c'est incroyable. C'est comme moi qui reproduisais avec mes patrons hommes, je reproduisais l'autorité du père. Et je me mettais à chaque fois dans des situations où je me mettais en victime. Et en fait, lui, c'était le père qui m'écrasait et qui m'empêchait d'être qui je voulais être, de prendre ma place. Et je crois que c'était le pire, ouais, c'est moi quand j'étais plus jeune de confession musulmane, je pouvais pas sortir et je me suis retrouvée dans une boîte quand même où un patron ne m'autorisait plus à faire les sorties, tu vois, alors que j'étais censée aller faire des congrès et tout ça. Il m'avait, mais j'ai compris qu'après, hein, je me dis putain mais c'est dingue. Et du coup j'ai pris mes responsabilités et je n'en ai pas voulu à cet homme, tu vois, au contraire. D'ailleurs aujourd'hui c'est un très bon client. Hein. Et c'est ça qui est super, c'est vraiment ça qui est super. Ouais. Et du coup voilà, j'en reviens au fameux triangle de Karpman. Est-ce que vous connaissez le triangle de Karpman, mes amis qui sont encore là? Déjà, est-ce que vous allez bien? Oui, oui. Ouais. Tu connais Khadija, le triangle de Karpman? Ouais. Ma fille vient de me l'expliquer la semaine dernière. Ah, ben tu vois. Voilà. Et donc, on se rend compte des fois que dans notre famille, on tourne comme ça, de persécuteur à sauveur et à victime. Ouais, tout à fait. Donc, c'est aussi mettre de la lumière là-dessus. C'est clair, et c'est inventer autre chose, c'est inventer une autre position, quoi. Ça, exactement. Sûr. Ouais, sinon, bah, tu tournes une fois de plus, on revient sur la boucle. Hein. Et du coup, c'est vraiment rentrer dans sa puissance, là. Parce que là, on se fait balloter par l'extérieur. Là, c'est vraiment rentrer dans sa puissance, c'est vraiment rentrer dans sa verticalité, dans son énergie. Et, dans sa vérité, moi, j'aime à dire aussi. Parce que finalement, il n'y a pas la vérité, il y a juste sa vérité à soi. Ouais, c'est. Oui, parce que ces jeux-là, parce que c'est bien d'être le sauveur, hein, genre je suis le gentil qui vient aider. La victime, c'est la personne qui veut attirer à elle du soutien. Et puis le persécuteur, bah, c'est généralement. Alors ça peut être un psychopathe, hein, que vous pouvez croiser. Hein, il y en a qui aiment jouer ce rôle de dominant. Mais souvent dans les familles, ça tourne, tu vois. Par exemple, moi je vois, Naël va faire une bêtise, il va se faire engueuler par Yann, et puis bon, moi, je le fais plus maintenant, hein, et moi je vais venir engueuler Yann d'avoir engueulé Naël. Donc tu vois, il y a un joli triangle, puis après ça va tourner, tu vois. C'est moi qui vais engueuler Naël. Donc je vais passer de sauveur à persécuteur et ainsi de suite. Et quand tu mets de la lumière là-dessus, et moi je vois souvent quand les enfants viennent, tu sais, me chercher, Naël il m'a tapé ou vice versa, je dis bah déjà j'essaye de leur faire régler tout seul le problème. Et après, bon, c'est sûr que si ça commence à se taper dessus, j'interviens quand même, en essayant justement de ne pas rentrer dans la mise en place de ce triangle. Enfin, voilà.
Alors, je crois qu'après, j'ai les coordonnées, Régine. Mais pour les personnes qui ont envie éventuellement de commencer ce travail, pourquoi pas avec toi. Tu consultes Oui, en voilà. présentiel à Paris. Voilà. Alors évidemment, bon, ça peut se faire à distance, mais évidemment, quand il y a toutes ces perceptions énergétiques aussi, c'est bien de se voir. Bien sûr, C'est ouais. quand même bien. Après, c'est pas nécessaire de se voir à toutes les fois, mais d'avoir quand même quelques rencontres en vrai. Tu ressens des choses, bien sûr, ouais. Bah, bien sûr, ça c'est sûr. Il y a vraiment en fait, c'est un travail entre le thérapeute et le patient, c'est vraiment un travail en duo, hein. D'ailleurs, avant de commencer un travail, il y a quelques séances où on voit si ça peut fonctionner ensemble, hein. Il y a vraiment un alignement un peu énergétique et moi, quand la personne parle, je peux ressentir en disant ah tiens, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose au niveau voilà, au niveau de la gorge. À distance, c'est quand même plus difficile. Ça peut se faire, mais il faut se connaître quand même. Je trouve que pour commencer un travail qu'à distance, c'est les premières séances, c'est quand même bien d'arriver à se voir. Bah, de toute façon, même les bioénergéticiens qui travaillent à distance, généralement, ils demandent quand même une séance en présentiel, hein. Bah, bien sûr. Enfin, surtout sur des grosses problématiques, il va y avoir un suivi. Après, une fois que lui, il a capté ton énergie, il va pouvoir plus facilement te soigner à distance. Mais c'est vrai que quand même, c'est bien de se voir. Après, pour accompagner, pour le sociogramme, Oui, les génosociogramme, sociogrammes, c'est pas. Voilà. ça voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être en Après, c'est sûr présence. qu'il peut y avoir aussi des premières séances à distance qui vont être vraiment pour donner des éléments, pour faire des recherches, pour commencer à construire le génosociogramme. Et puis après, on peut se voir pour plus l'analyser. Tout à fait, ouais. Bon. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des questions, personnes qui sont encore là, Khadija, Sandrine et JF? Est-ce que vous allez bien? Vous avez commencé à faire votre arbre, ça y est? Ils sont au téléphone avec leurs parents. C'était qui ce grand-père? Oui, Sandrine. Non, non, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai, tu connaissais pas la. Bah écoute, je Non. suis vraiment ravie qu'avec Régine, on ait pu te faire découvrir ça. Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que ça t'a donné envie? Bah, par rapport aux ancêtres, non, pas trop entre nous soit dit, parce que je suis plus dans le concret, dans le présent. D'accord. Donc, peut-être qu'il y a des soucis qui viennent par rapport à des ancêtres, mais enfin, ouais, je suis peut-être pas trop sensible au fait de savoir que ma grand-mère ou mon grand-père ou mon arrière-grand-mère, etc. Et peut-être aujourd'hui j'ai ces soucis par rapport à ça. Je préférais plus me concentrer énergétiquement sur du concret aujourd'hui que de faire appel pourquoi j'ai ces problèmes. Voilà. D'accord. Ah ouais. Oh, bah, c'est très bien. Peut-être que si j'ai un C'est parfait. blocage au niveau de la gorge, je préfère qu'on trouve des solutions pour, au niveau de me faire travailler mes chakras, etc., mon énergie, pour travailler dans le présent plutôt que de. Enfin voilà, je suis plus dans le futur ou le présent, mais le passé, pas trop. Bon, peut-être aussi parce que j'ai plus de grand-père, plus de grand-mère, j'ai plus tout ça, peut-être aussi. Donc, du coup, j'ai pas cette accessibilité. Voilà. D'accord. Après, Ouais. c'est vraiment très important d'être à l'écoute de ses besoins. Ça, c'est merveilleux de savoir ce qu'on a besoin et de savoir ce que vous avez envie, ce qui peut vous faire du bien. Ça, c'est déjà la clé du bien-être. C'est superbe. Ouais. Parce que Merci. même si j'ai un problème par rapport peut-être à mon arrière-arrière-grand-mère, aujourd'hui, voilà, mon problème, il faut le résoudre et par rapport à des choses concrètes de notre actuel. C'est ça. Oui, tu as envie d'être dans l'ici et maintenant. Voilà. Et voire même de construire déjà le futur. Oui, mais comme dit Régine, il faut vraiment s'écouter en fait. Bah, bien sûr. Voilà, et puis qui sait, peut-être qu'un jour tu diras, bah, tiens, c'est bizarre, j'ai cette envie, tu vois, peut-être que c'est une petite graine qui a été semée ce soir, enfin, ou pas, enfin, voilà. Toujours faire confiance en ses ressentis, de toute façon. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci. Du coup, toi, tu es plus dans l'énergétique, ouais. Tu sais que tu pas l'énergétique des alignements des chakras, tout ça. Oui, oui. Bon. En tout cas, Rachida, merci de m'avoir donné l'opportunité d'échanger sur ces sujets passionnants lors de ces masterclass très sympathiques.
Mais merci à toi d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé voilà, tes expériences, tes mises en lumière par rapport à, voilà, à tes ancêtres. Et ouais, tu illustres ça avec des exemples tellement concrets. Parce que moi, j'ai pas encore fait ce travail assez loin. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces Merci. lumières. Et puis, on peut rester un petit peu en ligne après, si tu veux. Oui, Ouais, bien sûr. d'accord. Merci Redidja, merci Ouais, Sandrine merci. et JF. Et à Merci. bientôt. Du coup, Merci. c'est Bonne qui soirée à tout le monde. Bon Bonne été. soirée. Et ouais, très bon Merci. été. Bonne Ouais, soirée. merci Au revoir. beaucoup. Bonne Au revoir. soirée. Ouais, faudra la revoir. mettre sur Au revoir. YouTube, hein.